Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Christine Levicki. Elle est coach pour femmes, mais pas que. Elle fait des conférences, du podcast, des livres. Elle vit à Los Angeles. Elle a la patate et elle est avec nous aujourd'hui. C'est un grand bonjour pour Christine. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours, Christine? Quel a été ton chemin de vie? D'accord. Donc moi, quand j'avais 16 ans, ma maman m'a demandé ce que je voulais faire quand je serais plus grande. Et je lui ai dit, je souhaite aider les gens à être heureux au travail, dans leur travail. Donc j'ai commencé ma carrière. Ensuite, j'ai fait des études dans les ressources humaines. Et j'ai commencé ma carrière dans les grands groupes français pour gravir les échelons et essayer d'avoir de l'influence positive sur le travail des collaborateurs dans l'entreprise par le biais des ressources humaines. Ensuite, je suis assez rapidement, j'avais des désirs d'expatriation, des désirs d'aller voir ailleurs si j'y étais. Et j'ai eu une opportunité par le biais de mon conjoint. Nous avons eu l'opportunité de nous expatrier aux États-Unis. À Los Angeles. Et donc, nous sommes partis en 2000 avec 2 valises et un bébé dans le ventre, partis aux États-Unis. Et donc là, je me suis retrouvée pendant un temps sans visa de travail, donc sans possibilité de travailler. Mon mari avait un visa, mais moi, en tant qu'épouse, je pouvais être là, mais pas travailler. Donc, je suis devenue maman à temps plein et rapidement, mon amour du travail est venu me gratouiller, me chatouiller. Et donc, dès que j'ai eu la possibilité de travailler, j'ai monté ma première entreprise aux États-Unis qui s'appelait Baby French Style, qui était une entreprise dans laquelle je faisais venir de France des vêtements d'occasion français pour enfants. Donc c'était des vêtements de marque Jacadi, Cyrillus, Tartine et Chocolat, toutes les marques un peu connues françaises de haut de gamme. Et je les vendais en mode un peu Tupperware, réunion Tupperware au groupe de mamans aux États-Unis. Donc ça c'était ma première activité. Et puis rapidement je me suis rendu compte que moi en fait vendre de la fringue, donc ça marchait assez bien, mais je me suis rendu compte que vendre de la fringue ce n'était pas ma passion et que moi vraiment j'étais une femme qui était passionnée par l'humain. Et je suis revenue à ma première passion qui était d'aider les gens à être heureux au boulot. Et j'ai découvert à ce moment-là le coaching. En fait, j'ai pas voulu retourner dans les ressources humaines à ce moment-là pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que j'avais été un petit peu frustrée de voir le peu d'impact que j'avais sur l'humain et je me rendais compte que les ressources humaines étaient finalement très souvent un pôle très juridique et pas forcément suffisamment dans l'humain à mes yeux. Bon, après, je dois dire que j'ai pas non plus travaillé énormément et je crois que si j'avais effectivement gravi les échelons, j'aurais pu avoir un impact plus sur l'humain, je pense, mais j'ai pas voulu retourner dans les ressources humaines pour cette raison et aussi parce qu'aux États-Unis, ça m'aurait seulement accordé 2 semaines de congé. Et comme je vivais à 10 000 kilomètres des gens que j'aimais le plus au monde, j'avais besoin de plus que 2 semaines de congé. Et donc, je n'ai pas voulu reprendre un emploi salarié. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le coaching et que je me suis dit, bah, ça, c'est parfait. Je peux monter mon activité, développer mon activité et avoir le contrôle sur la gestion de mes horaires. À cette époque-là, j'avais 2 enfants et j'étais enceinte du 3e. Et donc cette plus grande flexibilité et puis aussi ce métier qui semblait plus correspondre à ce que je voulais vraiment faire, avoir un contact direct auprès de l'humain à travers le coaching. Donc je me suis formée, j'ai obtenu ma certification auprès de la Fédération internationale de coaching et ça c'était en 2005. Donc j'ai lancé mon activité. Alors j'ai pédaler dans la semoule pour comprendre comment me positionner sur ce marché, comment me faire connaître, comment faire comprendre à mes clients qu'est-ce que c'est que ce métier que je fais. Quand on est coach, on a beaucoup de personnes qui nous disent c'est formidable ton métier, tu fais le plus beau métier du monde, tout le monde nous encourage et trouve que c'est super ce qu'on fait, mais malheureusement souvent on n'a pas assez de personnes qui engagent nos services. Donc ça suffit pas d'avoir des gens qui trouvent que notre métier est formidable. Il faut trouver comment marketer, comment se positionner et comment faire en sorte qu'il y ait des personnes qui décident d'engager nos services. Et donc ça a été une grande aventure de comprendre ça et d'apprendre le marketing, la communication. Ils vendent des devis. Tant d'heures de mon expertise, fois tel tarif horaire, voilà combien ça va vous coûter de travailler avec moi. Et malheureusement, ça, moi, quand je faisais ça, ça ne marchait pas. Les gens trouvaient toujours que j'étais trop chère. Et donc voilà, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai dû apprendre à mettre des produits en rayon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai développé une formation que je propose 1 fois par an, dans laquelle j'explique aux personnes qui me suivent comment j'ai pu me positionner sur le marché. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, j'ai eu un grand événement dans ma carrière de coach, c'est qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter de râler.
j'ai décidé d'arrêter de râler parce que je me suis rendu compte que en tant que coach, je pouvais un peu me positionner vis-à-vis de mes clients comme celle qui avait compris comment fallait faire pour vivre sa vie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas moi très très douée à vivre la mienne et que moi je râlais beaucoup sur mon quotidien, notamment à la maison avec 3 enfants en bas âge et en étant entrepreneur. Je me sentais souvent victime de ma vie et donc je me suis dit il faut que je change ça. Je peux pas être coach et prêcher la bonne nouvelle auprès de mes clients alors que moi-même je me positionne en victime dans ma vie. Et donc j'ai décidé d'arrêter de râler et j'ai lancé un blog qui s'appelle j'arrête-de-râler.com sur lequel je partageais mon parcours. Mon challenge était de faire 21 jours consécutifs sans râler. J'avais un bracelet à mon poignet. À chaque fois que je râlais, je changeais le bracelet de côté, de poignet, gauche, droite, et je remettais les compteurs à zéro. Ce qui veut dire qu'il m'a fallu 4 mois pour réussir à avoir, pendant 21 jours consécutifs, le bracelet sur le même poignet. Et tous les jours, je documentais sur mon blog j'arrête-de-râler.com mon aventure. Et ce blog est parti en viral sur les réseaux sociaux. Et donc, mon activité a complètement basculé. Et je me suis retrouvée à être engagée par des grandes entreprises françaises et par plusieurs personnes, plusieurs organisations, pour venir parler de ce parcours. J'ai écrit un livre, J'arrête de râler, qui est devenu un grand best-seller avec plus de 400 000 exemplaires vendus. J'ai fait un TEDx que vous pouvez retrouver sur YouTube si vous googlez Christine Levicky TEDx, dans lequel je raconte mon histoire de J'arrête de râler, qui a aussi eu énormément de vues. Je crois 200 000 vues, il me semble. Je sais pas, j'ai pas regardé les dernières statistiques. Et donc voilà, toute mon activité s'est développée autour de J'arrête de râler. Et puis ensuite, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Wake Up, 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie, qui vient d'être republié. La nouvelle version vient d'être republiée sous un autre titre. Maintenant, ça s'appelle J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie. Et donc depuis tout ça c'est arrivé à partir de 2009. Depuis 2009, j'anime aujourd'hui des conférences en entreprise, j'anime des stages, j'anime des retraites. Et petit à petit, j'ai développé 2 activités. Une activité autour de J'arrête de râler, dans lequel j'ai un réseau d'ambassadeurs qui animent des ateliers dans les grandes entreprises françaises et belges et suisses, et aussi un peu de par le monde entier, qui animent des ateliers auprès des collaborateurs pour transformer la culture d'entreprise et aider chacun à être acteur de solutions plutôt que de victime de situation. Donc ça, c'est mon activité qui est sur le site j'arrête-de-râler.com. Vous pouvez retrouver toutes les informations là-dessus. Et ensuite, j'ai l'activité sur le site christinelevicky.com, où là, je me suis spécialisée maintenant depuis quelque temps sur l'accompagnement des femmes et le coaching des femmes. J'ai l'infime conviction qu'aujourd'hui, nous arrivons un peu à un burn-out généralisé, un burn-out de la planète, un burn-out de la société, parce qu'on a poussé trop loin le patriarcat et le capitalisme, et on a besoin de trouver un meilleur équilibre dans nos vies et dans notre société. J'ai l'intime conviction que ce nouvel équilibre va passer par de la régénération, et que cette régénération va venir du féminin. Pas nécessairement des femmes, mais de tout un pôle féminin, quand on fait référence au yin-yang de la philosophie chinoise. Cette régénération va venir du yin. On a énormément favorisé le yang dans notre société. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai ces 2 activités, l'activité J'arrête de râler avec les ambassadeurs, et puis qui anime des ateliers en entreprise, et puis l'activité christinelevicky.com sur lequel j'accompagne les femmes à prendre le pouvoir sur leur vie, à briller de leur talent et à poser des actes à la hauteur de leurs ambitions pour qu'elles puissent avoir un impact dans notre société. D'accord, ok. Donc en fait, on a bien compris effectivement ce que tu faisais. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qui t'a guidé, quels ont été effectivement les points de force, quels ont été tes mentors, par exemple, pour entreprendre. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui a des mentors, des noms particuliers en fait. La vie est mon mentor. Je suis très curieuse par nature, donc je lis beaucoup de livres, je vais à beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de stages, j'ai fait beaucoup de formations, j'ai beaucoup investi dans mon propre développement, mais je peux pas dire que j'ai investi dans une personne, j'ai investi dans plein de personnes. Donc par exemple, pour J'arrête de râler, un grand tournant pour moi a été de rencontrer Edwin Gain aux États-Unis, qui a écrit le livre Les 7 lois spirituelles de la prospérité. Et donc Edwin Gain, dans son livre Les 7 lois spirituelles de la prospérité, nous parle de cette idée d'arrêter de râler, par exemple. Et donc ça a été une inspiration pour moi, et c'est ça qui m'a donné ensuite envie de rentrer dans cette démarche et de me lancer dans le challenge J'arrête de râler.
Donc ça, Est-ce que tu as un livre justement qui t'a marqué dans ta vie, qui t'a donné envie là aussi d'entreprendre ou de partir dans une autre direction? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué et un bouquin que t'as gardé et que tu relis de temps en temps? Alors des bouquins que j'ai gardés, justement, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein des bouquins que j'ai gardés. Donc c'est difficile pour moi de citer un livre particulier. Trouve-en moins qui t'a vraiment effectivement apporté de la lumière et de la valeur. Les 7 lois spirituelles de la prospérité m'a beaucoup aidé, de Edwin Gain. L'effet placebo de Joe Dispenza m'a beaucoup aidé. Il y avait aussi trouver votre alors c'est que des livres en anglais, parce que moi je lis beaucoup en anglais. Finding Your Own North Star de Martha Beck est aussi un livre qui m'a beaucoup aidé. L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ah oui, excellent. Est un livre que je cite très régulièrement. Big Magic de Elizabeth Gilbert. Je suis en train de regarder mon placard là. D'accord, je vais te poser une autre question en attendant, parce qu'il faut qu'on avance un peu sur les questions et les réponses. Quel est l'album de musique qui ne t'a jamais quitté, de déménagement en déménagement? Alors maintenant tout est en MP3, en MP3, mais je crois que s'il y a un concert que je rêve de voir dans ma vie parce qu'il m'accompagne depuis que j'ai 14 ans, je crois, c'est Sade. Toute la musique de Sade, je trouve ça, je sais pas, ça me parle, ça fait chanter mon âme. Sade, ouais, c'est clair, la néo-géorgienne avec les tubes, les fameux tubes qu'on connaît tous. Là, je vais rester dans l'axe d'entreprendre. Comment tu as trouvé ton prix, le prix psychologique? Ça, c'est quelque chose de très intéressant parce que ceux qui nous écoutent la plupart du temps, surtout ceux qui vont se lancer ou que ceux qui sont déjà dans l'émergence de l'entreprise, ont des difficultés à pouvoir se vendre. Tout à l'heure, tu nous parlais effectivement que tu avais renforcé tes connaissances en marketing, etc. Ça s'appelle le branding, le personal branding. Il faut se mettre en avant, il faut savoir effectivement défendre un petit peu qui on est, savoir s'imposer et savoir donner la valeur effectivement et faire transparaître cette valeur. Comment toi, d'une certaine manière, tu as marqué tes prix? Comment tu as trouvé le juste prix? Alors c'est un sujet dont je parle d'ailleurs dans ma formation. J'ai une formation qui s'appelle J'arrête de passer à côté de mon chiffre d'affaires et je parle de cette thématique du prix qui est un vrai sujet. Déjà, je me suis rendu compte que c'était pas forcément plus difficile de vendre quelque chose à 1 000 € que de vendre quelque chose à 500 €. Qu'en fait, ce qui était difficile, c'était de faire une vente. Et ensuite, ce qui était important quand on fait une vente, c'est de mettre en face d'un prix. Un prix, quand on annonce un prix, c'est toujours trop cher. Les gens n'ont jamais envie de dépenser de l'argent et ils ont même pas envie de passer du temps avec nous. Ils ont plein d'autres personnes avec qui ils ont envie de passer du temps. Moi, je suis coach, donc que je vends, c'est des sessions de coaching ou c'est des stages de coaching avec moi. Donc, les gens doivent passer du temps avec moi et ce temps qu'ils passent avec moi a un coût. Et donc, la première chose à réaliser, c'est que c'est pas ça que je vends. Je vends pas du temps et je vends pas un prix. Ce que je vends, c'est une transformation. D'accord? Et donc, si je veux vendre une transformation à 500 €, il faut que je donne mes arguments, il faut que je développe des arguments pour mettre en face de cette transformation à 500 €. Et si je veux vendre une transformation à 1 000 €, il faut aussi que je mette en face des arguments pour vendre une transformation à 500 €. Alors, pour définir mes prix, moi, la première question que je me pose, c'est quel est le prix qui est juste pour moi? Souvent, l'erreur que font les entrepreneurs, c'est qu'ils se posent la question de combien les gens vont accepter de me payer. Moi, d'abord, je me pose la question, combien moi j'ai besoin de gagner pour que je sois excitée, motivée, engagée à vendre ce produit. Donc, je crée ce produit. Et comment déjà est-ce que je peux prendre ce produit irrésistible, de sens où moi je me dis ce produit est génial. Donc, qu'est-ce que je dois mettre dans ce produit pour que moi je me dise mais vraiment j'y ai mis le meilleur du meilleur de ce que je pouvais y mettre et c'est génial. Alors en même temps que je dis que c'est génial, c'est toujours imparfait. Nos produits sont toujours un peu imparfaits. Mais il faut accepter de mettre tout ce qu'on a à y mettre et d'accepter que ça n'est pas parfait parce que cette quête de perfection, je pense que c'est vraiment le fantôme qui hante tous les entrepreneurs. Donc je mets le meilleur du meilleur dans mon produit. Et ensuite, je me pose la question, combien est-ce que moi, j'ai besoin d'être payé par rapport à ça? Et comment tu évalues justement ce besoin que tu as de pouvoir gagner ta vie? Comment tu le matérialises au niveau mathématique? Je regarde combien d'heures j'ai à ma disposition pour travailler en fonction de ma vie, en fonction d'autres engagements que j'ai. Combien d'heures je vais consacrer à cette activité et combien j'ai besoin de générer de revenus par rapport à cette activité. Donc là, je regarde mes charges. Donc il y a les charges de mon entreprise et puis il y a les charges de ma vie. Il y a l'emprunt de ma maison, il y a les études de mes enfants, il y a les différentes dépenses que j'ai envie de faire. Donc je peux estimer de combien j'ai besoin par mois,
combien moi ou mon foyer, moi je suis en couple, mais certaines personnes ne sont pas en couple, mais combien mon foyer, combien moi j'ai besoin de générer tous les mois. Tu te bases, Christine, sur le vecteur du temps. C'est-à-dire que si tu as 8 heures, par exemple, automatiquement, tu vas cadrer sur les 8 heures de productivité. Oui, en fait, c'est pas forcément que de la productivité, d'ailleurs, parce qu'une grande partie de mon métier, une grande partie du temps où je travaille, c'est du travail que je ne facture pas. Aujourd'hui, j'ai un podcast qui s'appelle le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Quand je sélectionne un invité, quand je lis le livre de l'invité, quand je prépare l'interview de l'invité, quand j'interviewe l'invité, quand je monte l'épisode de l'invité, quand je mets l'épisode en ligne, et quand l'épisode est diffusé, je ne suis pas payée. C'est un podcast, c'est gratuit, d'accord? Donc ça, c'est tout un temps où je travaille, mais je ne suis pas payée. Donc je sais très bien, moi, aujourd'hui, que je suis à peu près payée 20 ou 30% du temps où je travaille. D'accord. On dit souvent que les gens qui sont en France, par exemple, disent « tiens, je partirais bien aux États-Unis parce que c'est le rêve américain, etc. » Est-ce que toi, quelque part, tu as été en écho par rapport au rêve américain? Est-ce que ça a été une révélation? Est-ce que tu as trouvé ta place? Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais pas réaliser en France? Et aux États-Unis, ça a fait boom? Alors moi déjà, au début, quand j'ai commencé mon activité, elle était 100% américaine avec un site en anglais et uniquement des offres que j'avais pour le public américain. Mais avec l'aventure de J'arrête de râler et le succès de mon livre, qui donc est devenu un best-seller à ma grande surprise, et ça c'était vraiment un énorme cadeau que j'ai reçu de cette vie, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça, mon activité a complètement basculé vers la France à partir de 2010. Ce que je peux dire, c'est que ce que l'Amérique m'a offert, et quand je parle de l'Amérique, on va plutôt parler de la Californie, parce que moi je peux que parler de la Californie, et la Californie ça n'a rien à voir avec le reste de l'Amérique. D'accord. Donc moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la Californie, c'est déjà la culture de l'entrepreneuriat. Donc des personnes qui démarrent des startups, qui démarrent de rien, croient en leur projet et qui passent des heures à s'investir dans leur projet. Et il y en a plein partout. Il y a plein de gens qui partent de rien. Et dans ces gens qui partent de rien, il y en a qui percent, pas tout le monde, mais il y en a qui percent et qui arrivent. Donc cette culture d'oser croire en ses rêves et de persévérer et de poser des actes à la hauteur de ses ambitions et d'avoir autour des gens qui nous encouragent. On a beaucoup de gens aux États-Unis qui vont vous montrer des pistes et qui vont vous donner des idées pour développer votre idée, alors qu'en France, peut-être culturellement, on va plus vous montrer des obstacles et vous dire mais tu te rends compte, est-ce que tu as pensé à ça, est-ce que tu as pensé, donc ça va peut-être penser à tous les obstacles, tandis qu'aux États-Unis, on va plutôt dire est-ce que tu as pensé à toutes les pistes de développement. D'accord, donc cette culture, moi, m'a beaucoup apporté. Après, ce qui m'a aussi beaucoup apporté, c'est que je trouve qu'il y a moins de tabous autour de l'argent. Quand on voit une personne qui conduit une belle voiture rouge, je prends le cliché, mais on voit au feu rouge une personne qui conduit une belle voiture rouge. Une Lamborghini, par exemple. Une Lamborghini. En France, on va peut-être plus facilement se dire, oh là là, celui-là, ça doit être un connard, ou il a dû voler de l'argent à quelqu'un, ou il doit abuser des autres, ou je sais pas. On va avoir des réticences. Tandis que aux États-Unis, on va dire, good for you. Très bien. Mais si toi, c'est ton kiff, très bien pour toi, bravo pour toi de conduire cette voiture. Donc, il y a une culture où c'est pas tabou de gagner de l'argent. Et d'ailleurs, c'est même un moteur de vouloir gagner plus d'argent. D'accord. On va revenir sur la position du livre, parce que ça, c'est très intéressant également que tu expliques aux gens le temps que tu as mis pour pouvoir effectivement écrire ton premier livre. Tu l'as sorti en auto-édition, ce livre, ou c'est un éditeur qui a cru en toi? C'est un éditeur qui a cru en moi. J'ai été publié par Erol. D'accord. Et depuis, je publie tous mes livres chez Erol. Et t'as mis combien de temps pour l'écrire, ce livre? Alors, écrire un livre, j'ai aussi un programme dans lequel j'accompagne les auteurs. Ça s'appelle le Mastermind. C'est parti, j'écris mon livre. Donc, un livre, personnellement, ça prend, enfin, pas personnellement, un livre en général, on dit que ça prend 2 mois à temps plein pour écrire un livre. D'accord? Donc, on fait 350 heures. À peu près, c'est le temps qu'il faut pour écrire un livre. 350 heures d'écriture effective. D'accord? Donc, moi, personnellement, je n'écris pas. Moi, en général, j'écris un livre sur 9 mois. À peu près ce qui se dit en France, quoi, ouais. Voilà, c'est le temps qu'il faut pour faire un bébé, et un livre, c'est un autre bébé. C'est quelque chose dont on accouche. D'ailleurs, je fais souvent cette analogie, c'est quelque chose dont on accouche, et c'est extrêmement douloureux, et en même temps profondément satisfaisant, comme un accouchement. Donc moi, je mets en général 9 mois pour écrire un livre, mais parce que aussi, je suis pas à temps plein dessus. Et puis, il y a aussi tout le temps où on n'est pas en train d'écrire effectivement. Et quand je dis que je mets 9 mois à écrire un livre, c'est à partir du moment où je suis prêt à l'écrire. C'est-à-dire que c'est 3, 4 ans, parfois 5 ans de maturation avant d'écrire le livre. Donc c'est le moment où j'écris, où je lis énormément de livres sur une même thématique. Je réalise une thématique qui m'intéresse et je lis beaucoup de livres, je me forme, je plonge dans l'univers de ce sujet qui m'intéresse. Et une fois que j'ai bien plongé dedans, en général, moi, ma manière de fonctionner, c'est que je commence déjà par organiser des stages, parce que j'ai une audience, des gens qui me suivent et qui s'inscrivent à mes séminaires et à mes stages. Donc je vais commencer à transmettre, je vais commencer la transmission, et je me rends compte dans cette transmission
de ce qui marche le mieux, de ce qui marche moins bien, de où est-ce qu'il y a le plus d'impact. Et puis une fois que je sens vraiment que je maîtrise le sujet, le statut un peu du maître, et ben là j'écris un livre. Et donc à partir de là, il faut à peu près 9 mois. D'accord. Tu parlais d'audience qui te suivent. Ça, c'est intéressant également parce qu'il y a une confiance qui s'est établie. Tu as mis combien de temps pour pouvoir effectivement constituer cette confiance avec les gens qui te suivent? Parce que ça, c'est très très important pour les gens qui nous écoutent. Je sais pas si c'est une question de temps. Là, en tout cas, une grosse erreur que j'ai fait, la plus grosse erreur que j'ai fait, c'est que quand mon livre J'arrête de râler est sorti, et même quand j'avais mon blog J'arrête de râler et que je partageais mes vidéos tous les jours, ce blog existe toujours, hein, mais à l'époque, je partageais des vidéos tous les jours sur mon parcours quand j'étais en train d'arrêter de râler. J'ai fait la très grosse erreur de ne pas mettre en place un opt-in. Je sais pas si comment on appelle ça en français. Un opt-in, c'est le service où les gens rentrent leur email et pour développer une newsletter, juste pour développer une lettre mensuelle. Je n'ai pas récolté les emails des visiteurs qui sont arrivés sur mon site. Donc ça, j'ai fait cette grosse erreur. D'accord. Et même dans mon livre J'arrête de râler, quand il a été publié pour la toute première fois, dans ce livre, il n'y avait pas d'invitation pour les lecteurs à venir s'inscrire à ma newsletter. Et donc là, j'ai perdu énormément parce que j'ai eu une couverture média énorme sur ce livre. Et là, j'aurais eu une opportunité de développer une base de données absolument phénoménale. Mais j'ai réagi 2 ans plus tard. Donc ensuite, mais c'est pas grave, c'est comme ça, tout est parfait. D'accord. Et donc là, c'est toi qui gères tes sites internet ou tu délègues? C'est essentiellement moi, mais j'ai une équipe. J'ai des personnes avec qui m'aident. D'accord. C'est écrire un article, publier un article, c'est moi. Après, j'ai quelqu'un qui peut m'aider à relire. J'ai quelqu'un qui peut me donner des idées sur les articles que je peux écrire. D'accord. Donc maintenant, tu as corrigé ton erreur et tu as rebondi et tu mets en place des pages de capture où tu proposes un petit plus parce que les gens laissent leur email. Donc ça peut être un e-book, ça peut être effectivement une formation, ça peut être un petit truc qui va leur rendre service. Mais en attendant, ils laissent leur email parce que tu vas leur apporter une valeur, quoi. Voilà. Pour l'instant, j'ai un petit programme vidéo Wake Up avec des vidéos autour des 4 principes fondamentaux pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie que je propose, une petite mini formation gratuite. Et j'ai aussi la newsletter Shine. Donc Shine, c'est la newsletter qui est reliée au podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Donc là, j'ai cette newsletter, ça permet, j'envoie régulièrement des articles et puis j'ai aussi là où j'annonce les nouveaux épisodes qui viennent de sortir. D'accord. Et donc, cette audience représente combien de personnes en globalité? Ça dépend parce que j'ai aussi toutes les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux qui, elles, ne sont pas nécessairement... Si tu comptes le tout, par exemple, ça regroupe combien de personnes? Je dois avoir 25 000 personnes aujourd'hui. Ok, ouais, donc c'est... Alors moi, la particularité, c'est que j'ai pas une base de données énorme parce que 25 000, c'est pas énorme. Mais en même temps, ce que j'arrive à faire, c'est que j'ai des personnes qui sont très loyales et très fidèles et qui aiment... J'ai des bons taux d'ouverture, bons taux d'engagement. C'est-à-dire que les gens qui sont sur ma base de données, c'est vraiment des gens qui me suivent. Ce sont pas juste des gens qui n'ouvrent pas les emails. T'es niché, quoi. C'est-à-dire que tu t'es mis effectivement dans une catégorie qui s'adresse à une personne, un type de personne, un persona, et donc automatiquement ça fait tilt de l'autre côté. Moi, avant qu'on se quitte, j'aimerais savoir également, toi qui vis aux États-Unis, donc à Los Angeles, en Californie, est-ce que tu es une networkeuse, c'est-à-dire est-ce que tu vas régulièrement dans les réunions d'entrepreneurs, tu parlais de start-up tout à l'heure, est-ce que tu es dans l'écosystème? Alors moi, ce qui est très particulier, c'est que ma clientèle est à 10 000 km de où je vis. D'accord? Et donc mon réseau, potentiellement, je peux aller faire du réseau aux États-Unis, mais toutes les personnes que je vais rencontrer, globalement, ne pourront pas m'aider parce que ma clientèle est en France, c'est francophone, dans la francophonie. D'accord? Donc aujourd'hui, je fais du réseau aux États-Unis pour rester inspirée. Régulièrement, je vais dans des espaces de coworking, je vais rencontrer des personnes qui m'aident, moi, Christine, à me développer personnellement. Par contre, pour développer mon activité et pour rencontrer des personnes qui pourraient potentiellement m'engager pour faire une conférence ou pour faire venir des ambassadeurs J'arrête de râler ou pour me faire intervenir dans leur tisser des liens pour networker et qu'on puisse merger nos écosystèmes. Là, j'ai besoin de le faire avec la France. Donc mon podcast Shine m'aide énormément vis-à-vis de ça parce que j'ai du coup l'énorme privilège de lire le livre, déjà d'identifier les personnes qui font du bon travail en France et qui font avancer les lignes sur des sujets qui m'intéressent. Ensuite, je lis leurs livres, donc déjà je grandis et ça me permet de me développer. Et ensuite, je les rencontre pour les interviewer. Et après, quand je rentre en France régulièrement, j'invite ces personnes à déjeuner. Et donc là, c'est ça qui me permet aujourd'hui de faire mon network en France. Et j'utilise aussi pas mal LinkedIn. D'accord, oui, c'est important, le réseau pro des pros, ouais.
Voilà. Ok, on va terminer cette interview d'ici quelques secondes. Juste avant, il y a une question qui me venait aussi à l'esprit. En fait, ton rayonnement de clientèle, ton public, il est français, il est francophone, on l'a bien compris. Mais aux États-Unis, est-ce qu'il y a quand même effectivement des ventes qui se font ou pas? Alors aux États-Unis, j'ai depuis 10 ans un client qui m'engage tous les ans pendant 4 mois pour un programme de leadership pour les collaborateurs. Donc j'interviens avec des sessions de coaching individuelles et des sessions de coaching de groupe pour développer le leadership conscient auprès de cette entreprise. Donc aujourd'hui, c'est la principale activité que j'ai et je commence depuis maintenant l'année dernière, depuis la pandémie, je commence à développer des stages et des formations aux États-Unis. Voilà, mais ça c'est encore assez frais et c'est encore assez nouveau. D'accord, ok. Allez, on va conclure avec la question marqueur des experts, celle que vous attendez tous, effectivement, comme le lait sur le feu. Elle existe depuis la création des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Christine? Écoute, je trouve ça dynamique, ça rebondit, on sent que tu t'intéresses à ton audience et que tu cherches à me poser des questions, à poser des questions dont les réponses vont intéresser ton audience. Donc ça, c'est chouette. Je te remercie en tout cas pour ces propos. Comment on peut continuer à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes paroles dans cette interview et qu'on souhaite effectivement garder le contact? Tu nous parlais de LinkedIn, donc je suppose que tu es présente sur LinkedIn. Voilà, je suis présente sur LinkedIn, je suis présente sur Instagram, Christine Levicki. Ça, c'est les deux meilleurs moyens pour me rencontrer aujourd'hui. J'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle J'ai le Power. Sur lequel on lance régulièrement des mini-challenges. Et puis bien évidemment, allez sur mon site christinelevicki.com pour vous abonner à ma newsletter Shine, écoutez mon podcast Shine que vous pouvez trouver. Donc podcast Shine, il faut chercher Shine Christine Levicki pour le trouver. Et puis sur j'arrête-de-râler.com aussi, il y a la possibilité de télécharger un kit de démarrage pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce challenge J'arrête de râler et comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc je vous invite aussi à aller sur le site j'arrête-de-râler.com pour télécharger le kit de démarrage. Et pour terminer, Christine, dans 5 ans ou dans 10 ans, comment tu te vois? Qu'est-ce que tu penses avoir mis de nouveau en place? Comment tu te projettes? Moi, j'ai vraiment l'intention aujourd'hui de créer de plus en plus d'interventions en présentiel, des retraites en présentiel à travers le monde entier. Donc, dans 5 à 10 ans, je me vois organiser des retraites aux États-Unis, au Costa Rica, aux Pays-Bas, dans tous les 4 coins de la France, de vivre des temps forts avec des équipes d'entreprise ou avec des particuliers pour aller en profondeur et permettre une transformation. J'ai vraiment envie de créer des retraites de transformation. J'en crée déjà, mais là, j'ai envie que ce soit le centre de mon activité. Eh ben voilà, en tout cas, c'est parfait. Tout ça, vous l'avez entendu, c'est de la valeur, de la pure valeur que vous trouvez dans les experts. N'hésitez pas à mettre également donc un avis sur la plateforme Apple Podcast d'Apple parce que c'est important, ça fait monter le podcast en puissance. Et puis partagez, ça on vous le redira jamais assez. Également, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Interview Entrepreneur. Et puis vous pouvez aussi laisser votre message par rapport à cet épisode sur la plateforme Spotify. Je vous dis à très bientôt dans les experts et je vous dis donc encore plein de valeurs à vous donner et à partager. Donc à très bientôt. Merci Christine. Merci beaucoup.